Les amis, j'espère que vous allez bien et surtout que vous profitez de votre CAN. Aujourd'hui, on va parler d'un problème qu'on n'avait pas forcément vu venir au tout début de la saison, qui a commencé à pointer le bout de son nez et qui aujourd'hui est carrément en face du visage du FC Barcelone et quasiment le problème numéro 1 du Barça, celui qui nous paraît comme l'obstacle le plus important qu'on aura à franchir pour arriver à nos objectifs qu'on a sur la deuxième partie de saison du côté du FC Barcelone, qui est ce problème de défense dans son entièreté. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de voir contextuellement qu'est-ce qui se passe en ce moment et quelles sont les solutions possibles du côté du Barça. La défense du côté du FC Barcelone. On pouvait se dire, au tout début de saison, qu'il y allait quelque chose qui allait changer. En premier lieu, on en avait parlé, du fait que le jeu défensif du Barça, l'animation défensive du Barça, était de plus en plus lisible. On le sentait ça. Sur les 2 derniers mois un petit peu de l'année dernière, on sentait que le Barça concédait plus. Que forcément les adversaires commençaient un petit peu à s'adapter, à s'ajuster à cette défense qui était assez visible, et à cette animation surtout à travers le hors-jeu, qui était facilement contre-attaquable par nos adversaires. Mais quand bien même, l'avance qu'on avait prise sur le début de saison a fait qu'on a quand même tellement capitalisé sur le positif qu'on a réussi à engendrer une dynamique positive qui nous a fait remporter le triplé l'année dernière. Et surtout, l'autre deuxième point, c'est le départ d'Inigo Martinez, qui au tout départ de la saison, nous fait du mal, parce qu'on sait qu'on perd un mentor de l'année dernière, un des meilleurs joueurs de l'effectif, un cadre, un joueur d'expérience dans notre effectif, mais on se dit quand même qu'on va pouvoir un petit peu le combler, que ça va nous faire du mal, mais à ce point-ci, moi je n'y croyais pas. Certains peut-être d'entre vous oui, mais moi je pensais pas que ça allait faire autant mal. Et arrive ce début de saison, où on connaît la période assez compliquée du Barça au mois d'octobre surtout, du côté du FC Barcelone. On concède beaucoup. Arrivent bien évidemment les critiques sur la défense, bien évidemment les critiques sur le piège du hors-jeu, qu'on a beaucoup défendu, que j'ai beaucoup défendu ici sur la chaîne. Bien évidemment en parlant du fait que ce n'était pas surtout les défenseurs qui étaient les premiers responsables, mais c'est avant tout le pressing qui était devenu catastrophique du côté du FC Barcelone. Beaucoup de supporters, bien évidemment, ont été d'accord avec ça, parce qu'on voyait que de la part des attaquants et des milieux de terrain, ça n'allait plus du tout. Flick a essayé de mettre en place des ajustements match après match, on en a parlé plein de fois sur la chaîne, à chaque fois on voyait un nouveau style d'animation défensive du côté de l'entraîneur allemand, ça a porté ses fruits, et aujourd'hui on concède déjà beaucoup moins par rapport juste au hors-jeu. Juste ce problème du hors-jeu existe beaucoup moins actuellement du côté du Barça. Mais on remarque quand même qu'on a une défense qui est de plus en plus fragile, et en tout cas qui n'apporte pas le même rendement que l'année dernière. En termes déjà sans ballon, tout simplement donc l'aspect défensif qu'on connaît du football, être un défenseur, bien savoir défendre, même si je n'arrête pas de le répéter, être bon défenseur au Barça, c'est un autre métier qu'être bon défenseur dans d'autres clubs qui ont une autre animation, parce que ton secteur d'activité n'est pas du tout le même que dans ta surface de réparation pour beaucoup de clubs européens. Mais en plus de ça, aussi balle au pied, où finalement on a des défenseurs qui sont moins proactifs, moins actifs, moins dynamiques que la saison dernière. Donc tout ça, ça crée des difficultés qui pour l'instant arrivaient à être visibles, mais pas si négatives pour le Barça, et plus on avance, surtout en cette fin de mois de décembre, sont réellement des difficultés qui peuvent nous mettre dans le mal pour la suite de la saison. On va revenir joueur après joueur sur les difficultés de la saison actuelle, mais tout d'abord aussi, il y a un problème en termes de profondeur de banc par rapport aux positions défensives. C'est-à-dire qu'au tout départ de la saison, on peut se dire qu'on perd Inigo Martinez, mais attention, en défense centrale brute, pure, va falloir réellement qu'il se passe et qu'il se produise beaucoup de choses pour qu'on soit en difficulté. Ce n'était pas, au mercato d'été, une priorité de recruter un défenseur central. Bien évidemment, si on avait eu plein d'argent, ça reste toujours important. Mais dans la situation du Barça, ce n'était plus une priorité par rapport, je trouve, à un ailier gauche ou par rapport à un latéral, par exemple. Un défenseur central, ça l'était plus trop. Pourquoi ? Parce que tu avais Kubarsi, tu avais Christensen, tu avais Eric Garcia, pourquoi pas aussi, qui pouvait revenir en défense centrale. Tu avais Ronald Araujo, et tu avais pourquoi pas même Koundé que tu peux mettre en défense centrale. Donc ça fait 5 joueurs, et tu peux même prendre un Cuenca par exemple de l'équipe B pour le faire monter en équipe A si vraiment tous ces joueurs sont plus dispo. Donc ça te fait limite 6 joueurs disponibles pour 2 postes. Donc au tout début de la saison, si tu te dis que ça va plus trop être un problème, tu te dis le côté droit peut-être ça peut être un mini problème parce qu'il y a Koundé et juste derrière il y a Eric Garcia. Bon, mais quand même, Eric Garcia avait fait une fin de saison dernière exceptionnelle, donc tu te dis ça peut aller. Côté gauche, il y a Baldé, tu te dis qu'il n'y a que Gérard Martin en backup. Au début de la saison, tu te dis ça risque d'être un peu limite. Mais du côté de la défense centrale, ça va encore. Arrive ce moment, cette fin décembre, où là, la dynamique n'est plus du tout la même, puisque Christensen va être indisponible pour 4-5 mois.
Sa carrière au FC Barcelone semble vraiment entre parenthèses parce que c'est un joueur qui malheureusement n'est pas assez fiable physiquement, quand bien même quand il est présent, à chaque fois il apporte quelque chose de positif. Donc ça fait mal pour le Barça parce que réellement en plus lui c'était un joueur d'expérience, donc il cochait vraiment beaucoup de cases au Barça. C'est vraiment très dommage ce qui se passe autour du physique de Christensen. Ronaldo Araujo, lui, est sur le retour, devrait être présent notamment dans le groupe pour l'Espagnol Barcelone, mais ça reste Ronaldo Araujo. Comment est-ce que psychologiquement il va revenir ? À quel niveau est-ce qu'il va le revenir? Déjà que bon, on sait que depuis que Flick est présent, Ronaldo Araujo n'est pas du tout dans le système un joueur qui arrive à s'imposer. Son football ne s'allie pas du tout avec celui du coach allemand, donc c'est très compliqué. Et donc, tu as un Barça dans lequel il reste finalement presque que Cubarsí et Gérard Martin pour mettre en défense centrale. Et Gérard Martin, de base, n'est pas du tout un des joueurs qu'on a cités pour être justement présent dans ces deux défenseurs centraux. On pourrait penser à Eric Garcia, mais Eric Garcia, par rapport à ce qui se passe avec Frenkie de Jong, ses blessures ou son rendement des fois qui est questionné par Flick, bah c'est Eric Garcia qui est en numéro 6. Donc ça devient limite plus une solution pour la défense centrale. Donc on a Cubarsí, Gérard Martin, et si l'un des deux se blesse, bon bah on va voir comment Ronaldo Araujo revient quoi. Sauf que Ronaldo Araujo, on a dit qu'on ne pouvait plus compter sur lui du côté du Barça, et encore moins dans les grands rendez-vous. Donc là, on se pose quand même beaucoup de questions, étant donné en plus que si Gérard Martin, il intègre la défense centrale, bah, qui est le backup de Baldé? Puisque c'était Gérard Martin qui était son backup, ça devient très compliqué. Eric Garcia qui est en numéro 6, qui est le backup de Jules Koundé? Il n'y en a plus, donc ça devient très compliqué. On pourrait me dire Geoffrey Torrens pour le côté gauche. On l'a vu, Geoffrey Torrens, ça peut être un bon prospect pour l'avenir, on va prendre le temps de le développer, mais à l'heure actuelle, il n'a pas, je pense, le niveau pour intégrer l'équipe A du FC Barcelone. Et côté droit, bon, là, il y a encore limite moins de joueurs de l'équipe B qu'on peut retenir. Donc ça devient vraiment une situation qui est assez compliquée en termes de profondeur pour le Barça. Et pour le reste de la saison, comment est-ce qu'on va faire? Parce qu'on parle souvent du physique du FC Barcelone, quand bien même on a des échos positifs sur ce qui va se passer au niveau du volume qu'on pourra mettre, de l'intensité qu'on pourra mettre sur la deuxième partie de saison. Niveau défensif, il suffit qu'un joueur se pète, ça va être compliqué en termes de profondeur, il suffit d'une méforme. Comment est-ce qu'on va faire? Surtout qu'on voit certains joueurs justement qui sont en difficulté. Ouais, ça risque d'être compliqué. Et si on s'attarde qu'au rendement individuel, on remarque quand même qu'il y a des joueurs, comme je l'ai dit au début de la vidéo, qui répondent moins aux exigences qu'attend le FC Barcelone. On va commencer par le côté droit, on va arriver sur le côté gauche, mais Jules Koundé, c'est un peu l'ombre de lui-même par rapport à l'année dernière. Alors, il va un petit peu mieux, mais qu'est-ce qu'il nous a apporté l'année dernière? C'était tellement solide défensivement, on était même là en train de se dire, c'est fou, Jules Koundé arrive à nous apporter aussi offensivement, il arrive à super bien s'allier, correspondre, collaborer avec Lamine Yamal. C'était vraiment l'axe d'amélioration qu'il pouvait avoir, et l'année dernière, il a réussi à l'améliorer. Et là, sur ce début de saison, offensivement, on le voit de moins en moins, et même défensivement, on voit un joueur qui est fébrile, qui est fatigué, on sent qu'il a beaucoup trop joué l'année dernière. Qu'est-ce qui se passe autour de Jules Koundé? C'est vraiment compliqué pour lui actuellement. Et donc, on a un joueur qui, sur le côté droit, est des fois un petit peu fébrile, un petit peu fragile. Après, on arrive à l'axe du terrain. Cubarsí, qui est un joueur que j'adore, bah c'est vrai que Cubarsí, cette saison, c'est un petit peu moins impressionnant que l'année dernière quand même. L'année dernière, on l'a dit, déjà défensivement, j'ai toujours trouvé que c'était un bon défenseur. C'est-à-dire qu'il était tombé contre des gros numéros 9 de Liga, etc. Il les avait mis dans sa poche. Même en Ligue des Champions, on s'en rappelle, hein, il avait mis des sacrés numéros 9 aussi dans sa poche. Mais là, déjà défensivement, à un certain moment, tu sens qu'il est aussi un petit peu moins en confiance dans la manière dont il va approcher les attaquants adverses, dont il va tacler, dont il va intervenir. Mais en plus, balle au pied, ce qui était la plus grande des forces de Pau Cubarsí, bah là aussi, on a moins de longues transversales, on a moins de passes exceptionnelles qui cassent les lignes, qui sont visibles. Et ça manque aussi du côté du FC Barcelone. Quand même, je continue à penser qu'un joueur comme Pau Cubarsí doit être développé à côté d'un mentor. Ce qu'avait, à chaque fois je donne l'exemple de Raphaël Varane. Raphaël Varane, quand il arrive au Real Madrid, il avait à côté de lui simplement Sergio Ramos. Donc ça lui a permis de s'élever et d'être un excellent défenseur et de former une doublette exceptionnelle. Comme avec Cubarsí avec Inigo Martinez. Là, il perd son mentor. À côté de lui, à chaque fois, il a un défenseur qui change. C'est aussi compliqué de s'habituer et de s'adapter. Il faut pour un jeune joueur, un joueur capé. Ce que n'a pas aussi Pau Cubarsí. C'est un peu sa défense. À côté de lui, bon, on a Christensen, on en a parlé, pas fiable physiquement. On a Ronaldo Araujo, pas fiable mentalement et sportivement. Et on a aussi Gérard Martin maintenant. Alors Gérard Martin, on en a dit plein du bien, notamment dans la vidéo analyse qui lui était consacrée. J'ai parlé de sa capacité à casser les lignes, sa capacité à récupérer les ballons hauts. Ça, c'est des points positifs qu'il a Gérard Martin. Mais ça a été souvent adopté face à des équipes qui jouaient bloc bas. Dès qu'une équipe en face va bien presser, dès qu'une équipe en face va réellement bien attaquer, tant que c'est un joueur qui par la passe, ça va être moins facile pour lui, et c'est normal, c'est sa limite technique,
mais aussi même en termes d'intervention défensive, tu sens que facilement, il peut être moins en confiance dans un match, plus en difficulté, et au bout d'un moment, il va atteindre ses limites. Simplement, les limites que sont celles de Gérard Martin. Est-ce qu'un Gérard Martin en quart de finale de LDC contre un top club européen, ça fera l'affaire? C'est la question que tout le monde se pose. Et quand bien même, encore une fois, il a répondu présent, il a été bon dans ses matchs. J'aimerais vraiment souligner ça. Il ne faut pas du tout se dire que Gérard Martin, il faut le mettre à la poubelle. Non, il a répondu présent. Maintenant, il y a répondre présent pour que le Barça soit dans le top 6 européen, répondre présent pour que le Barça soit dans le top 3 européen. C'est pas le même niveau qu'on attend. Et sur le côté gauche, on a Baldé. Et Baldé, presque comme Koundé finalement. C'est-à-dire que l'année dernière, je trouve un Baldé qui a encore ses limites, bien évidemment, on les connaît. C'est-à-dire un joueur qui offensivement, des fois, est un peu trop brouillon, qui joue des actions un petit peu trop téléphonées, c'est souvent toujours la même chose du côté de Baldé, qui centre un peu au hasard, qui a des appels de balles qui sont pas très bien exécutés. On connaît ses défauts, mais tu voyais un joueur qui s'améliorait. Et on le comprenait, ça reste un très jeune joueur, c'est normal qu'il ait un temps d'adaptation. Il ne fait pas partie de ces cracks comme Lamine Yamal, comme un Koubarsi quand il est arrivé, tout de suite qui avait un niveau excellent. Baldé, on sait qu'on est sur un profil qui a besoin de plus de temps pour se développer. Et on peut le comprendre, on peut lui laisser du temps. Mais là, sur cette saison, c'est fini l'amélioration, c'est fini la progression. On est sur un joueur qui stagne, voire même qui recule. C'est-à-dire que défensivement, quand même, l'année dernière, il avait à minima ça, Baldé, il t'apportait réellement défensivement, regarde ses stats dans les duels, ça restait un très bon défenseur. Juste offensivement, à un certain moment, c'était compliqué. Là, même défensivement, Baldé, il y a des moments où on a l'impression qu'il a des absences en 1 contre 1 dans la vitesse pure, alors que c'est une de ses qualités. Des fois, il se fait manger, des erreurs techniques. La dernière fois, le dernier match contre Villarreal, une passe en retrait qui n'est pas bien exécutée, à 2 doigts de se prendre un but par Villarreal. Et il y en a nombreuses des situations comme ça où Baldé tergiverse trop, et tu sens encore une fois qu'il est en manque de confiance. Et ça se ressent. Donc en fait, finalement, on a une défense dans son entièreté du côté du Barça qui est vraiment dans le mal individuellement, des joueurs qui n'ont pas le même rendement total que l'année dernière, et comme on l'a dit, des problèmes aussi de blessures psychologiques qui viennent un petit peu renforcer ces difficultés. Maintenant qu'on a évoqué les difficultés pures de la défense, il est quand même important d'être objectif par rapport à notre analyse et de ne pas juger la défense que par rapport aux joueurs que compose la défense. Encore une fois, un système défensif, une animation défensive, surtout au FC Barcelone, ça ne comporte pas que les défenseurs. Et les défenseurs sont dépendants aussi de ce que font les joueurs en face d'eux. Les attaquants, bien évidemment, on en a parlé notamment par rapport au hors-jeu, le pressing qu'ils doivent exécuter pour récupérer le ballon est ultra important pour les défenseurs. Si les attaquants font pas leur pressing, bien évidemment que les défenseurs ils vont être en grande difficulté. Est-ce qu'à ce moment-là, ça sera la faute des défenseurs? Pour moi, non. En tout cas, pas en premier lieu. C'est surtout aux attaquants de faire leur premier effort. Et après, le milieu de terrain aussi. Pareil, par rapport au pressing, savoir, bien évidemment, récupérer le ballon, essayer de gêner les rampes de lancement adverses pour pas les mettre en bonne situation pour lancer les attaquants. Ça, c'est l'aspect purement défensif du milieu de terrain. Mais aussi, comme on l'a dit, au Barça, ce qui est important, c'est ballon entre les jambes, balle au pied. Qu'est-ce que font les défenseurs? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Les milieux de terrain ont un grand rôle à jouer pour permettre aux défenseurs de performer. Si Koubarsi performait bien l'année dernière, si Inigo Martinez performait bien l'année dernière, si Baldé aussi, si Koundé aussi, c'est parce qu'il y avait des efforts aussi des joueurs devant eux. Ils se rendaient disponibles. L'animation, la structure de jeu permettait de trouver ces joueurs-ci. C'est pas juste que le niveau des défenseurs, intrinsèquement, ils ont tous baissé. Alors, on l'a dit, ils ont un petit peu baissé, il y a un petit peu moins de confiance. Mais ça vient aussi qu'en phase 2, comme on l'a évoqué à de nombreuses reprises, le système global, l'animation globale du Barça a aussi un petit peu reculé. Et donc, ça fait que les milieux, ils sont moins disponibles, bizarrement. Oui, il y a des joueurs qui se cachent un petit peu dans certains matchs. Il faut se placer, c'est-à-dire qu'il faut faire des efforts quand on est milieu de terrain. Dans la projection, par exemple. Dans le décrochage, par exemple, dans la manière de se placer entre les lignes. C'est des efforts qu'il faut faire. Il faut que tu trouves intelligemment où te placer pour être disponible simplement. Et ça demande des efforts tout simplement physiques, mais ça demande aussi des efforts mentaux. Avoir de la réflexion tactique pour se positionner dans une situation qui va permettre à des défenseurs d'être à l'aise. Parce que ce n'est pas un défenseur tout le temps à qui on doit demander de techniquement trouver une magnifique passe pour faire la différence. C'est beaucoup trop. Déjà que de base, généralement, si on fait le cliché, les défenseurs, ce n'est pas les joueurs les plus techniques de ton effectif. Si en plus tu leur demandes de juste avec leur intelligence de jeu et leur technique de trouver des lignes de passe magnifiques, ils peuvent le faire. 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça peut arriver, on leur demande. Gérard Martin l'a fait contre Alaves pour Rafinha, Koubarsi l'a fait plein de fois l'année dernière pour sauter des lignes, ça peut arriver. Mais il faut avant tout que des passes simples qui cassent des lignes soient disponibles. Et pour ça, c'est au milieu de terrain ou aux attaquants de venir décrocher et de proposer le ballon, de le demander dans une ligne de passe qui est plutôt simple. Et ça ne dépend pas que des défenseurs. Donc je pense que c'est important de le souligner dans cette vidéo, que la défense, ce n'est pas que les défenseurs. Il faut aussi que les autres en face, ils fassent des efforts. Et aujourd'hui, il y en a plein qui n'en font pas assez.
On a donc placé le contexte. Voici la situation actuelle du FC Barcelone. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la grande question pour la suite. La problématique de qu'est-ce qu'on fait, c'est avant tout de se dire, bon, déjà, comment ça va se passer au niveau physique? Est-ce que d'autres joueurs vont se péter ou pas? C'est de l'hypothétique, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fabuler là-dessus, je vais vous inventer des choses, plein de joueurs vont se blesser. On sait que Christensen, c'est mort. Ronald Araujo, on ne sait pas trop, mais en tout cas, à l'heure actuelle, je pense qu'il n'est pas trop fiable, le joueur uruguayen. Donc ça va être compliqué. Maintenant, est-ce que Koundé va revenir en forme physiquement? Ça, moi, je ne sais pas. Est-ce que Baldé va revenir en forme physiquement en termes de confiance? Je ne sais pas trop. Koubarsi, pareil. Gérard Martin, je ne sais pas. Mais plus on va avancer, plus on va utiliser les mêmes joueurs, plus on va les user physiquement, mentalement. Du coup, l'une des principales solutions qu'on pourrait trouver, c'est notamment de recruter des défenseurs centraux. Et donc là, il y a plein de rumeurs qui circulent. Mais avant de plonger dans les rumeurs, comme vous le savez, sur la chaîne, moi, j'ai du mal de commencer à faire une analyse sur un joueur alors que ce n'est qu'une rumeur. On n'en sait rien. Et en plus de ne rien en savoir, parce que ce ne sont que des rumeurs, on ne sait pas combien le Barça va avoir d'argent à placer sur le mercato. C'est pour ça que depuis de nombreuses années, on a arrêté de faire alors le mercato idéal du Barça avec 150 millions. Et qui a sorti le 150 millions? Comment vous savez qu'il y a 150 millions? Personne ne sait. Même les plus grands insiders, ils ne savent pas combien précisément le Barça va pouvoir placer sur le mercato. À l'époque, on était encore dans Bartomeu folie. On savait qu'on avait plein d'argent. C'était facile, on arrivait au mercato hivernal, s'il nous manquait peut-être un joueur ou deux, on se disait, bon, c'est pas grave, allez, là, lâche ton 60 millions, c'est pas grave, on l'envoie. On se posait pas cette question-ci, parce que c'était le Barça, on connaît, on avait l'argent, on avait la possibilité, on mettait s'il y avait besoin d'un petit joueur pour améliorer l'effectif global, améliorer la profondeur de banc. Ça y allait, ça envoyait le chèque, tranquille. Mais là, c'est plus pareil. Là, ni vous encore, ni moi, on sait combien est-ce qu'on va avoir. On va me dire, oui, un petit 30 millions, mais même 30 millions, on ne sait pas si on peut inscrire le joueur. C'est ça la problématique. On va me dire on a de l'argent. Oui, on a de l'argent du Barça, on sait qu'on l'a. Est-ce qu'on est en capacité d'inscrire le joueur? C'est ça la problématique par rapport au FPF, etc. C'est ça le problème du Barça. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas. Donc on peut rêver, comme cet été, on va pouvoir rêver de Erling Haaland, de Julian Alvarez, rêver si vous voulez. Mais ça sert à quoi de parler si actuellement on n'en sait rien? Vraiment, on n'a aucune idée de quelle masse financière on va avoir. C'est 30 millions ou 80 millions, il y a quand même déjà une très très grande différence. Et encore une fois, même le 30 millions, on ne sait pas trop si on va l'avoir. Donc c'est compliqué. Il y a des rumeurs qui sont très intéressantes en ce moment. Je vous ai d'ailleurs envoyé un sondage qui concerne les défenseurs centraux, Schlotterberg, Bastoni et Pau Torres. On voit que Pau Torres est très très loin, la bataille se joue entre Bastoni et Schlotterberg. Et Gvardiol aussi est rentré dans la discussion. Pourquoi? Parce que bien évidemment, il y a eu des rumeurs sur Gvardiol. Donc les gens ont commencé à m'écrire Gvardiol pile quand la rumeur est tombée. Mais avant que la rumeur elle arrive, il n'y avait pas du tout Gvardiol. C'est un peu comme Bastoni. Bastoni, les gens ont commencé à penser à Bastoni quand la rumeur est arrivée. Mais avant qu'elle arrive, ils étaient loin d'y penser. Donc ça, c'est assez étonnant à chaque fois de le remarquer. Mais on a ces joueurs-ci qui sont intéressants. Pourquoi? Parce que tout d'abord, ils sont gauchers. Et ça, c'est un grand plus quand même du côté du FC Barcelone, d'avoir enfin ce défenseur axe gauche qui est gaucher. En plus de ça, c'est des joueurs qui ont une qualité technique de relance. Alors des relances différentes, hein. Schlotterberg, c'est notamment la relance aussi balle au pied à travers les passes, quand même il est capable de projection. Gvardiol aussi, c'est projection, mais aussi projection, balle entre les pieds. Bastoni, c'est beaucoup de projection, balle entre les pieds. Mais Pau Torres, par exemple, ça va plus être de la projection à travers les passes. Mais ces joueurs-ci, ils sont capables de faire avancer une équipe. Donc ça, c'est très positif, c'est très bien parce que c'est l'ADN du FC Barcelone et encore plus l'ADN du Barça de Flick d'avoir des défenseurs centraux qui sont capables de casser des lignes, justement. Mais en plus de ça, c'est des joueurs qui ont aussi de l'expérience. Et ça, c'est le plus. C'est-à-dire que même si ce n'est pas une expérience en termes d'âge, typiquement Gvardiol, il a 23 ans, c'est une expérience en termes de grosses rencontres jouées. Gvardiol, il a connu la Coupe du Monde quand même 2022, c'était sérieux, ils sont allés assez loin quand même, la Croatie. Il a connu des grosses rencontres en Ligue des Champions du côté de Manchester City, des gros matchs de Première Ligue, ça reste important. Pau Torres, lui, déjà, il a 28 ans, donc c'est un petit peu plus haut. Il connaît très bien la Liga, donc ça peut être un bon prospect par rapport à cette expérience qu'on attend du championnat espagnol pour ce joueur-ci. Après, du côté de Schlotterberg et Bastoni, ils ont tous les deux 26 ans, mais ils ont aussi tous les deux connu des grands moments. Alors Bastoni un petit peu plus, parce que Bastoni, il est allé très loin régulièrement en Ligue des Champions, notamment, si je ne dis pas de bêtises, 2 finales de Ligue des Champions, donc ça forge une certaine expérience. Schlotterberg, un peu moins de bons résultats en LDC, mais ça reste un joueur qui l'a pas mal vécu, cette compétition. Et c'est aussi ça qui manque actuellement au FC Barcelone. C'est-à-dire que, bon, Koubarsi, il a 18 ans, Gérard Martin, ça fait pas très longtemps qu'il est en équipe A, Ronald Araujo, on sait que dans les grands moments en Ligue des Champions, ça s'effondre, Christensen pas disponible, Koundé, c'est un joueur qui a de l'expérience, mais c'est pas non plus le plus capé, et c'est pas non plus celui qui représente le joueur qui va le plus être le mentor dans une défense. Et Baldé aussi, c'est pas un joueur qui a énormément d'expérience. Et ça manque par rapport au départ d'Inigo Martinez. Et ces joueurs-ci peuvent te rapporter ça. Maintenant, encore une fois, on n'en sait rien par rapport à l'argent. Et puis tu as des joueurs comme Pau Torres et comme Gvardiol qui sont en première ligue.
va sortir des joueurs de la première ligue. Parce que oui, il y a leur valeur marchande sur Transfermarkt, hein, c'est bien sympa, la valeur marchande globale. Mais après, c'est faire sortir ces joueurs de leur club. Déjà, les faire sortir de Manchester City ou Aston Villa, il va falloir le faire. Mais alors, en plus, les faire sortir de la première ligue, vous savez comment c'est compliqué. Donc, on peut essayer de jouer sur des Schlotterbeck qui sont en fin de contrat, etc. On va pouvoir jouer là-dessus. Sur l'amour, pourquoi pas, la possibilité de jouer pour le FC Barcelone. On joue souvent là-dessus actuellement, mais même ça, est-ce que ça sera suffisant? Parce qu'on avait bien évidemment ces rumeurs pour le mercato d'été. Ça qui était intéressant, c'est qu'on se disait, bon, pour le mercato d'été, il faudra recruter un défenseur central. Mais sauf que maintenant, l'urgence, elle est là. C'est pas que c'est juste pour le mercato d'été, c'est pour la deuxième partie de saison que le Barça va avoir besoin de se reposer sur un, voire même deux défenseurs. Parce que sinon, en termes, encore une fois, d'effectif global, de profondeur, ça va être compliqué. Et même simplement de profil qu'on a techniquement en termes de qualité pure défensive. Est-ce qu'on a réellement le niveau pour aller loin dans toutes les compétitions? Ça reste du football, tout est possible. Mais sur, encore une fois, la possibilité qu'on a et qu'on s'accorde à travers des très bons joueurs de haut niveau, ça la diminue avec les joueurs qu'on a actuellement du côté du Barça. Donc ces rumeurs sont intéressantes, on va voir si elles vont se propager, être de plus en plus intéressantes, on va surtout voir si le Barça peut les recruter, parce qu'actuellement on n'en sait rien. Mais voilà, en tout cas c'est une grande urgence pour le FC Barcelone, ces postes de défenseurs, et je ne pense même pas que le poste de défenseur centraux, parce que là je viens de vous citer que des joueurs qui sont défenseurs centraux, mais je pense que aussi sur les côtés ça va être intéressant et important du côté du Barça de s'améliorer. Mais voilà, on a hâte de voir ce qui va se passer pour le mercato hivernal. Est-ce qu'il va y avoir du mouvement? Est-ce que certains joueurs vont pouvoir partir pour pourquoi pas en laisser d'autres arriver? Il va y avoir du travail du côté de Deco. On attend que tu sois présent parce que là, ça va être un moment charnière de la saison du FC Barcelone. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo actu analyse par rapport à la défense du Barça. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Quel est votre favori pour un rôle de défenseur? Ça peut même être un latéral si vous avez envie de m'envoyer un latéral. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il me fera un plaisir comme d'habitude de vous répondre. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Ciao.